La grâce, on en parle ce matin aussi en France. Jordan Bardella assure à l'instant que son parti, le RN, votera bien la censure du gouvernement Barnier tout à l'heure, sauf s'il était touché par la grâce. Comprenez, sauf si le Premier ministre sur la sellette accordait au parti d'extrême droite les concessions qu'il attend dans les négociations sur le budget. C'est le début d'une semaine à haut risque pour Michel Barnier et son équipe. Le budget qui a été présenté par le gouvernement est un budget de punition qui va, je crois, ralentir très drastiquement l'activité économique de notre pays. Nous avons tenté jusqu'à la dernière minute de proposer ce qui apparaissait comme des mesures et des économies de bon sens dans le budget de l'État. Le ministre Saint-Martin, le ministre du Budget, s'est exprimé hier en indiquant que le gouvernement n'entendait plus bouger. À partir du moment où Michel Barnier poursuit la politique d'Emmanuel Macron, le Rassemblement national censurera évidemment ce gouvernement. Sauf évidemment, miracle de dernière minute, si Michel Barnier venait à revoir sa copie d'ici 15 heures. Mais j'ai peu d'espoir qu'il soit touché par la grâce, étant entendu que nous avons été sciemment ignorés et méprisés depuis plusieurs mois. À quoi pourrait ressembler le miracle d'ordinaire, spiritualité et politique font assez mauvais ménage. Mais pour reprendre la métaphore, à quelle divinité le Premier ministre français peut-il se vouer pour tenter d'éviter d'être démis? Le Rassemblement national joue les faiseurs de roi. La censure est-elle inévitable? On se pose la question jusqu'à 10h45 avec Flore Simon, Charlotte Urien, Thomas K, Stéphane Zumsteg. Bonjour à tous les trois, on a beaucoup de choses à se dire, parlons-en et c'est parti. Et bonjour Flore Simon, vous êtes ici chez vous, journaliste politique à France 24. Bonjour Charlotte Urien Tomaka, vous êtes presque ici chez vous, journaliste au service politique de RFI. Bonjour. Et bonjour Stéphane Zumsteg, merci d'être sur ce plateau, directeur du département politique et opinion à l'Institut de sondage Ipsos. Le gouvernement Barnier va-t-il survivre au mois de décembre, ne serait-ce qu'à la semaine qui s'ouvre? Premier temps fort de ce mois de tous les dangers aujourd'hui à 15h, si le gouvernement décide de passer en force sur le budget de la sécurité sociale. Rassemblement national et gauche unis menace de voter la censure qui pourrait être examinée dès mercredi. Le week-end n'a pas forcément permis d'y voir plus clair sur les intentions de l'extrême droite qui a obtenu des concessions de taille du Premier ministre mais semble en vouloir toujours plus. On fait le point d'abord en images tout de suite. Le gouvernement Barnier passera-t-il la semaine? Si le Premier ministre déclenche un 49.3 sur le budget de la sécurité sociale, le RN semble décidé à voter la censure. Marine Le Pen considère que le gouvernement a mis fin à la discussion. Une menace à peine voilée. C'est cette interview du ministre du Budget qui a tout changé. Il ferme le banc. Ce texte n'est plus celui du gouvernement, mais le fruit d'un compromis parlementaire entre députés et sénateurs. Revenir dessus serait s'asseoir sur le Parlement, sur la démocratie. Entre bras de fer et surenchère, des ministres évoquent une impasse. La censure, pourquoi faire? Pour changer de gouvernement, l'équilibre au niveau de l'Assemblée nationale sera le même, avec le même bloc central qui a une majorité relative plus forte que les deux autres. Donc vous retrouvez la même situation. Sans dissolution possible avant juin prochain, aucune nouvelle majorité ne peut se dégager. Mais à gauche, pas d'état d'âme, ce sera la censure. Vous avez un Premier ministre qui refuse de négocier, qui parle uniquement à l'extrême droite. Et maintenant, vous venez me dire pourquoi vous allez censurer? Je censure parce que tout simplement, moi, je ne suis pas d'extrême droite. Et pour certains, c'est à Emmanuel Macron d'assumer ses responsabilités. Si on veut déverrouiller cette situation de blocage, la question qui est posée après la chute du gouvernement est celle du départ du président de la République. Quelle que soit l'issue politique, la Constitution prévoit des mécanismes en cas d'absence de budget au 1er janvier. On reconduit le budget de l'année précédente mois par mois, ce qui permet de payer les fonctionnaires, ce qui permet de faire que les cartes vitales fonctionnent. Il n'y a pas de problème du point de vue du fonctionnement courant de l'État. Ça peut être un palliatif pendant quelques mois, mais clairement pas une solution pérenne. Le gouvernement indique rester ouvert au dialogue. S'il tombait cette semaine, ce serait une première depuis Georges Pompidou en 1962. Voilà, dans l'histoire de la 5e, sur la centaine de motions de censure déposées, effectivement, une seule a été votée. Elle a débouché sur la démission du gouvernement suivi d'élections législatives. C'était en octobre 62, premier tour de table. Les députés RN doivent tenir une réunion à 14h. Est-ce qu'à l'heure où l'on se parle, la censure est inéluctable, Charlotte, peut-être? Si on se reporte aux propos de Jordan Bardella ce matin chez nos confrères de RTL, oui, la censure est inéluctable. Maintenant, chacun est dans son rôle. On l'a vu dans votre sujet, le ministre du Budget a fermé la porte à toute négociation. Marine Le Pen a expliqué hier soir à nos confrères de l'AFP que c'en était terminé, qu'il n'irait pas plus loin et qu'il voterait la censure. Mais ce matin, Jordan Bardella dit quand même que, à moins d'un miracle,
oui, il est possible, s'il continue à négocier, si le gouvernement tend la main au RN, que cette censure ne soit pas votée. Donc tout est encore possible jusqu'à 15h, puisque c'est le gouvernement qui a le projet de loi entre ses mains, enfin la copie, et ira au vote à 15h ou pas. À quoi pourrait ressembler ce miracle, Stéphane Zumsteg ? À des gains, des victoires symboliques incontestables de la vie du Rassemblement national, incontestables de la vie de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Et ça, on a du mal à imaginer qu'après les efforts qu'a déjà fait, les compromis qu'a déjà passé le Premier ministre, il puisse aller plus loin, en tout cas dans la symbolique. L'idée, ce serait le premier ministre, la première fois de l'histoire de la Ve République, qu'un Premier ministre ferait ouvertement, non pas alliance, mais reprendrait des textes en entier ou des propositions de l'extrême droite. Et ça reste dans l'histoire. Je ne suis pas persuadé que Michel Barnier soit très attaché à ternir son histoire, son image personnelle pour les années à venir. C'est le principal problème. Après, finalement, cette incertitude aujourd'hui, on parle tous de 15 heures, ça en dit long aussi sur les atermoiements du Rassemblement national et sur un parti politique qui n'est pas encore prêt à exercer le pouvoir. Quelque part, on l'a vu lors des élections législatives, mais là, la séquence dure depuis maintenant plusieurs jours, quelques semaines, où parfois le Rassemblement national souffle le chaud et le froid, et ça, c'est pas très très bon en termes d'image. Ça en dit assez long sur le fait que ce parti s'est un petit peu fait piéger. Il ne s'attendait pas à cette situation. Marine Le Pen ne souhaitait pas, il y a encore un mois ou deux, faire chuter le gouvernement rapidement. C'est un exemple assez singulier d'un parti qui est dépassé, débordé par sa base, parce que les cadres ne veulent pas faire chuter. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Le RN n'est pas prêt, je le répète, il en a fait la démonstration lors des dernières élections législatives. Il a tout intérêt à ce que la situation continue à pourrir pour le reste de l'année avant de pouvoir avant que le président de la République ne puisse dissoudre à nouveau. Et là, ils sont contraints et forcés par une base qui ne les comprend plus. C'est un peu les limites de cette politique d'institutionnalisation et de respectabilité du RN. Elle a ses limites parce que quand on vote pour le Rassemblement national, on ne vote pas pour un parti comme les autres et on ne souhaite pas que le RN devienne un parti comme les autres. Donc à force de trop se rapprocher des partis dits de gouvernement, il y a une incompréhension qui s'est développée entre cet électorat et ses principaux responsables. Le RN souffle le chaud et le froid. Fleur Simon, on sent quand même que les choses se sont nouées au moment des réquisitions sévères contre Marine Le Pen dans le procès des assistants parlementaires du Front National. Oui, tout à fait. Il y a eu un tournant. En fait, Marine Le Pen est redevenue un peu cette opposante anti-système, anti-juge. D'ailleurs, elle a critiqué les réquisitions qui ont fait suite à ce procès, qui n'est pas fini bien sûr puisqu'il se termine le 31 mars. Donc elle est redevenue anti-système, anti-juge. Donc elle rompt clairement avec sa politique qu'elle a eue depuis des années, qui était donc une politique de normalisation du parti. Sauf que le danger là-dedans, pour en revenir à cette censure, c'est que si elle la vote, même si son électorat la pousse à la voter, je crois qu'ils sont 67% à demander à ce qu'elle censure le gouvernement, là où elle joue, où ça va être plus difficile, c'est sur les classes moyennes et les CSP+. On a vu qu'ils votaient de plus en plus Rassemblement national ces dernières années. Et c'est là que si... Après cette censure, ce sera évidemment un chaos politique et sans doute financier. C'est là où elle risque de perdre ce nouveau socle, en tout cas ce socle électoral de CSP+, et de classe moyenne. Et elle en a besoin pour élargir, pour la présidentielle, qu'elle soit en 2027 ou avant. Charlotte, Stéphane Zumsteg disait à l'instant que les atermoiements du RN sur cette opportunité ou non de voter la censure étaient le signe d'un parti plutôt en situation de faiblesse. On a paradoxalement plutôt l'impression que ce sont les faiseurs de roi depuis quelques jours. Quelle est votre analyse là-dessus ? En tout cas, c'est la façon dont ils se positionnent et ils ne cessent de le répéter, qu'ils sont le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale avec leur nombre de députés. Marine Le Pen, elle fait pression et elle est dans son rôle, comme je le disais précédemment, elle essaye d'obtenir plus. Elle pousse, elle tire sur la corde du gouvernement Barnier. On a vu depuis la nomination de ce gouvernement Barnier que le Premier ministre prend soin quand même de respecter, entre guillemets, Marine Le Pen, qu'il la traite, si j'ose dire, puisqu'il lui a passé plusieurs coups de fil. Il l'a reçue la semaine dernière, contraint et forcé, parce que là, il y a ces négociations sur le budget. Donc elle est en position quand même de force, Marine Le Pen, puisqu'elle peut négocier avec le Premier ministre et elle se positionne différemment de la France insoumise. Michel Barnier, on le disait, a fait des concessions de taille en fin de semaine dernière au Rassemblement national, notamment renoncer à augmenter les taxes sur l'électricité et la réforme de l'aide médicale d'État, mais sans jamais créditer expressément le Rassemblement national, dont c'était les demandes. Est-ce que ça se joue aussi là-dessus, sur le fait d'accorder le point à Marine Le Pen ? Mais bien sûr, mettez-vous à la place d'un responsable du RN. Il a l'impression d'avoir obtenu quelque chose auprès du Premier ministre qui dit non, mais de toute façon, c'est pas le RN, c'est tous les partis me demandaient ça. Donc évidemment, ce qui est faux. Ce qui est faux, de toute façon, mais on voit bien, il y a une dimension quand même dans
dans la façon que le personnel politique du RN, notamment ses responsables, les principaux responsables, réagissent, c'est une donnée très subjective et très personnelle. Le fait qu'ils aient été ostracisés pendant des décennies, le fait qu'ils aient été, ou qu'ils considèrent avoir été méprisés, est un élément de l'équation. Marine Le Pen, elle a dit dès la nomination de Barnier, moi je ne le censure pas, j'ai pas de veto, c'est pas comme Xavier Bertrand, parce que cette personne est toujours restée courtoise. Il y a cet attachement de ce personnel politique, il faut voir d'où il vient, il faut voir ce qu'un élu du RN peut vivre, ou du Front National avant lui, peut vivre pendant 10, 20 ou 30 ans. Il est totalement victime d'une sorte de cordon sanitaire. Là, il y a des bonnes manières, une sorte de respect ou de neutralité bienveillante ou malveillante, et ça joue énormément dans le besoin de reconnaissance personnelle. Je ne parle même pas de politique, là, du besoin de reconnaissance personnelle que peuvent avoir des gens comme Marine Le Pen. On parle d'égo, là, en fait. Oui, alors moi, je voulais réagir sur la mesure, sur quand ils sont revenus sur la hausse sur la taxe de l'électricité, avec l'interview du Premier ministre au Figaro jeudi dernier. J'étais à l'Assemblée et j'ai pu parler avec plusieurs députés de la France Insoumise et du PS qui ont expressément fait savoir qu'eux aussi avaient demandé à ce que le gouvernement revienne sur cette mesure pour montrer qu'eux aussi pas sur la ME, en revanche, sur la Non, pas sur la ME, mais juste sur cette hausse sur la taxe de l'électricité. Ils voulaient montrer qu'ils étaient force de proposition aussi sur ce budget et qu'ils avaient aussi fait pression sur le Premier ministre, même si on sait bien que de toute façon, Michel Barnier négocie plus ou moins avec le Rassemblement national et non pas avec la gauche. Alors si ça, c'est pas suffisant aux yeux du Rassemblement national, les taxes sur l'électricité, la question de l'AME, quelles sont les lignes rouges là? De quoi on parle concrètement, Flore? Là, ce qu'elle veut, là, c'est qu'il recule encore Michel Barnier sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Sauf que le projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y a une commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs qui se sont mis d'accord mercredi dernier. Et c'est pour ça que, notamment, une interview hier dans Le Parisien, le ministre de l'économie, Laurent Saint-Martin, a dit non. Michel Barnier ne fera plus de concessions sur le budget sur ce projet de loi de la sécurité sociale, puisque ce serait s'asseoir sur ce qu'a décidé le Parlement. Or, ce que demande le Rassemblement national, c'est qu'en fait, il y a 2 lignes rouges. C'est que les retraites soient toutes revalorisées en janvier, et c'est aussi que finalement, et là-dessus, ça c'est une ligne rouge. Le Rassemblement national veut absolument que toutes les retraites soient revalorisées en janvier. Je rappelle que Laurent Wauquiez, sous la pression de Laurent Wauquiez et Michel Barnier, qui voulait décaler la revalorisation des retraites sur l'inflation, voulait le faire en juillet. Finalement, ce sera une partie en janvier, une partie en juillet. Marine Le Pen veut que tout soit en juillet, mais a priori, Michel Barnier ne devrait pas revenir là-dessus, puisqu'encore une fois, cette commission mixte paritaire s'est mise d'accord, bien que le socle commun, qui n'a à peu près rien d'un socle et rien de commun, et finit par le faire un peu contre leur gré. Avec les représentants duquel Michel Barnier déjeune, visiblement avant la réunion du RN, on l'a appris, oui, sur les lignes rouges, là, sur ce qui est possiblement négociable d'ici le milieu d'après-midi, Stéphane. Oui, bien sûr, mais parce que le problème de Michel Barnier, c'est pas juste la gauche ou juste le Rassemblement national, c'est aussi le socle commun, avec toutes les limites que vous émettiez sur la signification de cette coalition, de cette sorte de cartel électoral, je sais pas comment l'appeler. Il y a des vraies tensions à l'intérieur. Enfin, c'est aller trop loin, faire trop de gestes en direction du Rassemblement national, c'est quelque part aussi s'attirer les foudres d'une partie de ce qui reste, de ce qu'on appelle encore la Macronie, qui constitue quand même le principal contingent des députés censés soutenir ce gouvernement. On l'a bien vu à un moment donné. Si Michel Barnier est contraint, va trop loin, ou est contraint d'aller trop loin en direction du Rassemblement national, il perdra, non pas sur sa gauche, mais sur le centre, sur le socle le plus historiquement macronien, qui ne voudra jamais s'acoquiner avec le Rassemblement national, avec je le répète, avec toute la signification symbolique que cela pourrait avoir. Mais là, en fait, d'une certaine façon, Charlotte Urien-Thomaca, on hérite de cette équation impossible, mais dont les facteurs étaient déjà clairement établis au moment de la nomination de Michel Barnier. Je veux dire, on est dans la prolongation de ce qu'il savait déjà. Quand il y est allé, il savait que c'était ce qui allait se passer, non? Oui, il avait plus à perdre qu'à gagner, mais il a quand même voulu y aller. Alors Michel Barnier, vous l'avez dit, est un homme politique reconnu. En tout cas, il a été le négociateur du Brexit. On dit qu'il a une force de négociation assez importante. Alors cette fois-ci, peut-être qu'il va se casser les dents sur le mur du budget et son gouvernement se voir renversé. Et dans ce cas-là, oui, ça changerait la donne pour Michel Barnier. Après, si le gouvernement est renversé, on a déjà entendu dire que le président de la République, Emmanuel Macron, la semaine dernière, il y a eu des mots qui sont sortis, comme quoi il consulterait déjà et il croirait vraiment au risque de la censure et du gouvernement renversé, qu'il testerait des hypothèses
hypothèses pour un futur autre Premier ministre. Alors, plusieurs possibilités. Il peut aussi renommer Michel Barnier derrière et lui demander de reconstituer un autre gouvernement, cette fois-ci en allant peut-être un peu plus à gauche, même si ça semble compliqué. Il pourrait aussi nommer d'autres personnalités, et on pense bien sûr à celui dont le nom a été cité régulièrement cet été, Bernard Cazeneuve notamment, même si du côté du PS, cette candidature a été totalement balayée. Mais Michel Barnier, en tout cas, oui, a testé sa résistance ce week-end, encore une fois. Hier soir, tard, il était au téléphone avec notamment le président du Sénat pour essayer de tester des hypothèses de négociation avec le RN. Gérard Larcher, qui fait aussi office de courroie de transmission beaucoup dans toutes ces négociations. On a beaucoup vanté, Flore, les capacités de négociation de Michel Barnier, que l'on disait inflexible face à Boris Johnson. Qu'est-ce que ce moment-là dit de lui aussi ? Là, c'est vrai qu'il a déjà, la taxe sur l'électricité, c'est quand même un recul de 3 milliards d'euros sur le budget. Là, je crois que le budget, donc Michel Barnier voulait 40 milliards, je crois qu'on a déjà perdu à peu près 10 milliards sur un budget quand même de rigueur. Donc il a quand même fait beaucoup de concessions à la droite, à Laurent Wauquiez sur les retraites, à Gabriel Attal sur les charges des entreprises, à Marine Le Pen, même s'il ne le dit pas, sur donc, la taxe sur l'électricité. Donc on voit que Michel Barnier, il est surtout bien seul. Comme je disais, le socle commun lui met des bâtons dans les roues. D'ailleurs, si vous regardez, est-ce qu'on a entendu une fois un Gabriel Attal ou un Laurent Wauquiez censé le soutenir justement prendre la parole pour soutenir ce Premier ministre qui est quand même dans une situation extrêmement délicate, et il apparaît extrêmement seul. De toute façon, moi je pense que censure ou pas, Michel Barnier, il sortira affaibli de cette séquence, puisqu'il a quand même lâché, au Rassemblement national. Ouais. Sachant qu'il faut rappeler à ceux qui nous regardent, peut-être Stéphane Zumsteg, que si le RN décide de ne pas voter la censure aujourd'hui, en tout cas cette semaine, il y a d'autres fenêtres parce qu'il y a d'autres points de tension dans les semaines à venir. Mais de toute façon, Michel Barnier, il est condamné à vivre un chemin de croix dans les semaines qui viennent et peut-être en début. On revient sur la métaphore religieuse. Mais parce que il a face à lui des oppositions qui veulent sa chute, mais ne sont pas forcément toujours toutes d'accord, ne convergent pas sur la date de sa chute, c'est tout. Mais tout le monde veut sa chute, et tout le monde veut une nouvelle clarification, ou une clarification qui n'a pas eu lieu lors des dernières législatives, lors des prochaines législatives, avec, évidemment, et ça je ne l'apprends évidemment à personne, des oppositions qui jouent le coup d'après. Il est là pour faire, pas pour expédier des affaires courantes, mais il est en sursis et il ne peut pas en sortir grandi. Il y a un autre élément sur lui, vous disiez tout à l'instant qu'il était isolé. Oui, la présentation du budget à l'opinion publique au début a été plutôt bien perçue. 60 milliards d'efforts, 20 milliards d'impôts, 40 milliards de baisse de dépenses publiques, mais très vite s'est développé un sentiment d'insincérité à l'égard de ces annonces. Pourquoi ? Parce que quand vous annoncez qu'il y aura 20 milliards d'impôts supplémentaires, mais que ce n'est pas un problème pour les Français, parce que ça ne concernera que les entreprises, les super profits et les 0,3% des Français les plus riches, eh bien, les gens, ils sont logiquement favorables. C'est pas sur eux que pèsent les efforts. Bon, les gens ont très rapidement, les citoyens et les citoyennes ont rapidement compris que tout le monde, finalement, serait impacté, d'autant plus qu'il n'a pas beaucoup parlé de la signification des 40 milliards de baisse de dépenses publiques, mais aujourd'hui, avec le Covid, avec l'inflation, avec l'Ukraine, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, on a assisté à une réhabilitation de la dépense publique. Autrefois, c'était un gros mot, dépenser de l'argent. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il y a une demande sociale qui est très très forte. Donc quand vous expliquez aux gens que finalement, ou quand vous n'arrivez pas à convaincre les gens qu'il n'y a que les super riches qui paieront des impôts supplémentaires, et qu'en plus vous expliquez que vous aurez moins de dépenses, vous bénéficierez moins, que ce soit sous la forme d'allocations ou de dépenses de services publics, que vous bénéficierez moins de la manne publique, eh bien vous retournez très vite contre l'auteur d'un projet. Michel Barnier, au début, il y avait une bienveillance, c'était bien, on avait enfin trouvé un Premier ministre. Très très vite, ensuite, sa cote s'est dégradée. Et c'est pour ça, à cause de la présentation de ce budget, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, il y a une part importante des Français, en gros la moitié, pour qui une démission, une chute de Barnier n'est pas un problème. Ce n'était pas le cas il y a 2 mois. Mais précisément, après je vous pose la question, Charlotte, mais quand la majorité des Français disent aujourd'hui qu'ils sont pour ce que le gouvernement Barnier soit démis, est-ce que ça c'est associé à une projection sur autre chose, une volonté, un désir, de quoi ça s'accompagne? Alors, déjà, en gros, il y a la moitié des Français qui souhaitent son départ, en l'occurrence sa chute, et un tiers qui ne le souhaite pas. Mais c'est pas les résultats d'ensemble qui sont intéressants, c'est ce que pensent certains électorats. Et tous les électorats qui considèrent qu'ils sont prêts, qu'ils sont
sont en situation de force, qu'ils sont prêts pour la présidentielle à venir, en l'occurrence l'électorat de la gauche radicale, la France Insoumise, et l'électorat du Rassemblement National, même si depuis il y a eu les réquisitoires contre Marine Le Pen, eux considèrent qu'ils sont prêts, qu'ils sont en ordre de bataille. Et donc ils sont pour que, quelque part, la situation soit de plus en plus bloquée, qu'elle pourrisse, et qu'on arrive à des nouvelles élections législatives, voire à une élection présidentielle, mais ça, ils ne l'anticipent pas encore, mais en tout cas à des élections législatives où les oppositions les plus radicales ramasseraient encore plus la mise qu'au mois de juillet dernier. Donc ce ne sont pas la moitié des Français, c'est les Français, les Insoumis et les sympathisants du Rassemblement National qui massivement veulent ce changement et veulent ce changement rapidement. Et comment amorcer ce changement? Et en se débarrassant du Premier ministre. On entendait Didier Migaud, Charlotte Hurien-Tomaka dans le sujet tout à l'heure dire une censure, mais pourquoi faire? On doit rappeler bien sûr que l'Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui, morcelée, ne sera pas différente jusqu'à minima l'été prochain s'il y a une nouvelle dissolution. Oui, tout à fait. L'Assemblée aujourd'hui, elle est morcelée. Il n'y a pas de majorité claire. C'est pour ça, si on rappelle à nos téléspectateurs, qu'aujourd'hui la situation est extrêmement compliquée. Il y a 3 blocs, le Rassemblement National, le socle commun, comme vous le disiez, qui n'a plus rien de commun, et la gauche rassemblée entre les écologistes, LFI et le PS. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire aussi, c'est que chaque camp est en train de, pas le Rassemblement National, mais en tout cas le socle commun et la gauche est en train de se disloquer. À l'Assemblée, l'entente est très compliquée entre les socialistes et les insoumis qui se disputent beaucoup en coulisses, plus d'entente commune. La situation est très compliquée. Alors malgré tout, ce week-end, la gauche a appelé à un candidat, puisque la gauche est dans l'étape suivante, à savoir la démission d'Emmanuel Macron, puisque là, de toute façon, vous l'avez dit, il ne peut pas y avoir autre chose comme situation à l'Assemblée, puisqu'il n'y aura pas d'élection législative avant l'été prochain, donc la situation est totalement bloquée. Donc la gauche appelle à un candidat commun de gauche pour cette présidentielle, notamment Jean-Luc Mélenchon, évidemment, qui est dans son rôle et qui, j'imagine, se voit, lui, comme être le candidat de la gauche, et explique que de toute façon, pour débloquer cette situation, il faut que le président démissionne et qu'il y ait de nouvelles élections présidentielles. Le socle commun, qui n'a plus rien de commun, on l'a dit, se dispute aussi beaucoup en coulisses, surtout du côté des députés Ensemble pour la République, qui vivent très mal cette situation, qui ne comprennent toujours pas pourquoi le président de la République, qui est de leur camp, a dissous le 9 juin dernier. Ils critiquent beaucoup en off le gouvernement et tous les députés LR. L'entente est très compliquée entre notamment le chef du groupe LR, droite républicaine, à l'Assemblée, et Gabriel Attal. Donc Laurent Wauquiez et Gabriel Attal, pour qui la situation est très compliquée. Gabriel Attal, ce matin, a tweeté, d'ailleurs, pour dire que la situation était ubuesque, que personne, ni surtout les oppositions, n'avaient appelé à la responsabilité et avaient essayer d'avoir un budget pour une situation stable pour la France. Donc Gabriel Attal aussi est dans son rôle. Et Laurent Wauquiez, c'est vrai qu'on ne l'a pas entendu beaucoup. Il a plus à perdre qu'à gagner. Il a juste annoncé, avant même le gouvernement, une mesure sur les retraites il y a quelques jours, quelques semaines. Il n'était pas dans son rôle non plus, mais en tout cas, il a pris de court le gouvernement. Et Ensemble pour la République, les députés l'ont très très mal pris. Que Laurent Wauquiez s'arroge la responsabilité de cette mesure. Sur le coup d'après, Flore, on a entendu la gauche, là, ces derniers jours, notamment dans la voix de Boris Vallaud, évoquer une hypothèse après censure d'une espèce de pacte de non-agression avec l'arc républicain jusqu'au LR, en excluant le RN qui ne démettrait pas un éventuel gouvernement de gauche. Pour rebondir sur ce que disait Charlotte, il y a déjà l'idée du coup d'après, alors on n'a pas encore joué le coup d'avant, et les désaccords à venir. Et des accords à venir. Et puis, il y a aussi eu cet événement là où la gauche, enfin, les Insoumis ont appelé à retirer, enfin, vous voulez faire une proposition de loi pour enlever le délit d'apologie du terrorisme. Alors là, ça a été, de toute façon, je pense qu'entre les Insoumis et le PS, le divorce, on a les bases d'un divorce là pour l'instant. Donc il y a eu cette proposition de loi sur le délit d'apologie du terrorisme, donc pour retirer de la loi. Et puis en effet, donc les Insoumis sont dans le coup d'après. Jean-Luc Mélenchon a dit ce sera moi le candidat et ce sera le programme de LFI. Hier, il y avait le secrétaire. Manuel Bompard. Non. Pardon. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, qui disait pourquoi ce serait Jean-Luc Mélenchon et pourquoi ce serait le programme des Insoumis. Parce que c'est vrai qu'en soi,
Jean-Luc Mélenchon, quand on regarde les sondages aujourd'hui, il a très 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 peu de chances d'être élu président de la République. Il fait plus peur que le Rassemblement national, que Marine Le Pen quand on regarde les sondages. Donc c'est sûr que voilà, donc l'hégémonie des Insoumis, ils essayent encore d'avoir ce rôle. Mais le PS aujourd'hui, il est quand même sorti renforcé des législatives de juin dernier. Ce qui leur donne quand même un peu plus de poids et un peu plus de moyens de pouvoir s'imposer. Mais bon, c'est vrai qu'on voit qu'il reste quand même dans la main des Insoumis. La gauche qui joue le coup d'après, Stéphane Zumsteg, bon rythme là à donner dans la discussion. L'avantage de la gauche, en tout cas, l'avantage dont elle dispose, c'est qu'elle reste cohérente depuis les élections. Elle est là depuis le début, elle a proposé une candidature unique, une candidature de Premier ministre, et elle est toujours très clairement, elle est là dans une optique de censure. Et ça passe très bien par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les hésitations du RN qui ne font pas très parti sérieux, parti de gouvernement, sachant trancher, sachant prendre des différences. Vous dites l'avantage dans l'opinion publique ? Oui, davantage dans l'opinion publique, absolument. Bon, pour la gauche, évidemment que la gauche est profondément divisée, il y a deux gauches irréconciliables, c'est pas nouveau. Et évidemment qu'il y a des haines reclues et que les insoumis, notamment Jean-Luc Mélenchon, clivent énormément, que les socialistes et les écologistes d'ailleurs ne veulent plus de Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a une réalité aussi, c'est la réalité électorale. Qu'est-ce que c'était que la NUPES puis le nouveau Front Populaire ? C'est pas une alliance, c'est pas un accord de gouvernement. Là encore, c'est un simple accord électoral. Super bien vu, super bien joué, très rapidement, à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon, avec près de 200 députés aujourd'hui. Mais il y a une sorte d'équilibre de la terreur à l'Assemblée nationale quand vous êtes un député de gauche. Si vous êtes un député socialiste, vous avez été élu pourquoi ? Comme un député écologiste, comme un député insoumis d'ailleurs. Parce que vous étiez le seul candidat de gauche. Alors, je ne vais pas revenir sur le mode de scrutin aux élections législatives, mais si la gauche arrive divisée, si vous avez un candidat insoumis contre un candidat du Parti socialiste, vous êtes éliminé dès le premier tour, compte tenu du rapport de force actuel. Et donc, pour faire bouger ces députés socialistes qui, peut-être, quelque part, voudraient donner leur chance à une hypothèse d'un gouvernement allant du centre-gauche au centre-droit, que ce soit une hypothèse Cazeneuve ou une autre hypothèse, de toute façon, vous savez très très bien que si vous franchissez ce Rubicon, si vous prenez ce risque-là, lors des prochaines élections législatives, il y aura des représailles. Et c'est quoi les représailles ? Ce sera un candidat insoumis dans votre circonscription qui vous fera perdre. Et c'est pour ça aussi que les choses mettent tant de temps à bouger au sein du Parti socialiste. On parle beaucoup de fidélité d'Olivier Faure qui serait sous la dépendance des insoumis, mais ils sont sous une dépendance électorale purement technique et purement mécanique. Et c'est ça le véritable problème. Tant qu'il n'y aura pas un changement à la direction, une inflexion réelle à la direction du PS, on parle d'un congrès l'année prochaine, je ne pense pas que les lignes bougeront beaucoup à gauche parce qu'il y a trop à perdre quand on est un député de base. Politique française, ton univers impitoyable, on y revient juste après la pause. 10h30 ici à Paris. Parlons-en aujourd'hui autour d'une question. Le gouvernement Barnier va-t-il tomber, si ce n'est aujourd'hui, dans les semaines à venir, sur fond de débat autour du budget 2025? On en parle jusqu'à 10h45 avec Flore Simon de France 24, Charlotte Urien, Thomas K de RFI et Stéphane Zumsteg, directeur du département politique et opinion à l'Institut de sondage Ipsos. Avant d'évoquer le cas Emmanuel Macron, je voudrais qu'on refasse un point pour ceux qui nous regardent. Stéphane Zumsteg, si aujourd'hui le gouvernement Barnier tombe, ou d'ailleurs même s'il tombe d'ici 15 jours, il va y avoir deux sujets très concrets, très rapides. Un, qui pour aller à Matignon ou retourner à Matignon, et quid du budget? Est-ce que la France va se retrouver dans une situation de blocage financier total, comme c'est le cas aux États-Unis? Alors, il y a deux questions là. C'est qui pour remplacer Michel Barnier? Alors bien malin qui le sait. Alors ça pourrait être évidemment Michel Barnier. On peut reconduire un Premier ministre, mais on imagine la fureur des oppositions. Il y a une autre solution, plutôt que de chercher si le président de la République ne trouve pas de solution, quelqu'un de centre droit, quelqu'un de centre gauche, Michel Barnier ou quelqu'un du socle commun, une possibilité, c'est de garder un gouvernement démissionnaire. C'est ce qui s'était passé avec Gabriel Attal. Ça va durer un moment. Ça a duré un moment, et c'est possible. Alors évidemment, ça va pas durer 2, 3, 4 ans, même si les textes ne l'interdisent pas. Mais il y aurait à un moment donné un sentiment de privation de démocratie. Mais ça prendra forcément du temps, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de solution politique. On le dit depuis le mois de juillet, mais les choses n'ont pas bougé d'un iota depuis le soir du second tour des élections législatives. Et les Français là-dessus, c'est une perspective qui leur fait peur, un gouvernement démissionnaire, une personnalité. Je crois que Flore, vous vouliez évoquer ce sondage-là qui disait que les Français évoquaient l'idée d'une personnalité apolitique. Oui, c'était un sondage paru dans le Figaro la semaine dernière. C'était pas Ipsos, je crois. Oui, en fait, on voyait que voilà, des noms étaient cités, Michel Barnier, Jordan Bardella, etc. Et qu'en fait, ce qui ressortait, c'était plutôt un Premier ministre apolitique. Donc voilà, ça donne un peu
ce que pensent les Français de la politique aujourd'hui, sans doute. Je ne sais pas, vous savez mieux que moi. Il faut le trouver, le professeur d'économie. D'ailleurs, on l'avait déjà évoqué après les législatives anticipées. Et on avait vu la réaction, non pas des Français, mais du personnel politique, qui avait très très mal pris la chose, avec ce sentiment, et toute coloration politique confondue, avec le sentiment de se faire déposséder de ses attributs d'homme ou de femme politique, en mettant un haut fonctionnaire, en gros, un technicien. On avait vu que l'accueil n'était pas favorable. Il faut trouver quelqu'un qui a envie de le faire, parce que qu'est-ce qu'on vous promet, en fait, quand vous prenez le poste de Premier ministre? Ça sauve d'être censuré au bout de 15 jours, et il faut le trouver, le volontaire. Oui, là-dessus, Michel Barnier était le candidat assez idéal. Charlotte, lui qui a dit au moment de sa prise de fonction, moi, j'ai fait ma carrière politique, j'ai plus grand-chose à me prouver à moi-même, je suis là pour le bien commun, et après, advienne que pourra. C'était un peu c'est exactement. Alors, bizarrement, il avait plus de coups à prendre que de choses positives à recevoir dans cet exercice de Premier ministre, mais bon, il a quand même accepté le poste. Alors, l'hypothèse Barnier avait déjà été testée quelques semaines avant. Emmanuel Macron l'avait écarté tout de suite parce qu'il ne rassemblait pas les qualités requises. Et puis finalement, il est revenu dessus parce que Laurent Wauquiez dit que c'est lui qui lui a ressoufflé le nom de Michel Barnier à Emmanuel Macron. Alors ça, on ne sait pas si c'est vrai. En tout cas, la candidature de Xavier Bertrand avait été écartée parce qu'elle présentait elle était trop irritante pour Marine Le Pen. Donc, il y a quand même une négociation dès le départ avec le Rassemblement national qui est en force dans cette assemblée. Xavier Bertrand, qui a été candidat face à Marine Le Pen pour les régionales de 2015 dans les Hauts-de-France, il a été élu président des Hauts-de-France depuis, et la mésentente plutôt est réelle entre la présidente du groupe RN à l'Assemblée, ancienne présidente du Rassemblement national, et le président de la région des Hauts-de-France. Mais oui, Michel Barnier, en effet, il a accepté le poste. Alors peut-être il espérait quand même dans un souci d'exister aussi, sortir grandi de cet exercice, même si ça semblait difficile dès le départ. Oui, parce que sur l'abnégation du Premier ministre, en l'occurrence de Michel Barnier, moi j'ajouterais juste un petit bémol. Il y a 3 ans, pas plus, il y a 3 ans, il était candidat à l'élection présidentielle, en étant candidat à la primaire de droite. Donc je ne dis pas qu'il a pris le poste pour espérer un jour prendre la place d'Emmanuel Macron. C'est pas ça, mais je pense il n'y a pas que ce sentiment de volontaire d'aller faire le sale boulot. C'était qu'il y a 3 ans. Vous n'y croyez pas au discours, moi j'ai tout fait, j'ai fini ma carrière. D'ailleurs, il s'était pris à la primaire. Il le fait par ambition, pas forcément parce qu'il se projette dans le coup d'après à un poste au-dessus de celui de Premier ministre. Mais enfin, il est aussi là pour clôturer ou pas sa carrière politique, mais les choses se passent beaucoup plus mal qu'il ne l'avait escompté, ça c'est évident. Et il s'était pris d'ailleurs une raclée politique lors des primaires. T'es arrivé 3e, je crois. Républicaine, oui. Il faut quand même rappeler aussi que Emmanuel Macron a cherché une candidature, malgré tout, qui ne lui ferait pas trop d'ombre, à savoir, il savait que Michel Barnier ne serait pas candidat en 2027. Ça se passe quand même moins bien que ce à quoi il s'attendait avec Michel Barnier, si je comprends. Évidemment. Alors chacun reste à sa place. Le président dit qu'il n'interfère pas dans les affaires gouvernementales du Premier ministre. Lui se consacre à l'international. D'ailleurs, aujourd'hui, il va partir en Arabie Saoudite, et il dit qu'il reste dans son rôle, et c'est ce que fait savoir aussi l'Élysée. Alors justement, Emmanuel Macron va revoir une image quand même qui est un peu la mère MERE de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Le 9 juin dernier, au soir des élections européennes, Emmanuel Macron, bien sûr, dissout l'Assemblée nationale. Avait-il, Fleur Simon, mais comment... Non, je repose ma question. Est-ce qu'on peut imaginer que le président n'avait pas envisagé que ce scénario allait nous tomber dessus collectivement ? Très bonne question, Pauline. Je ne sais pas, mais ce qu'on voit, c'est que le long serpent de la dissolution continue et va continuer sans doute à faire à ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire quand même un chaos politique. Et on risque même un chaos financier, puisque hier, le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, en fait, ce qui peut se passer s'il y a une censure, c'est qu'une loi spéciale soit votée. Tous les groupes d'opposition ont dit qu'ils la voteraient, mais cette loi spéciale, elle permet en fait de se baser sur le budget 2024. Sauf que, si c'est le cas, il faut savoir qu'il y aura 400 000 foyers qui seront imposés sur le revenu, à savoir les foyers des classes moyennes. Or, là où ça paraît étonnant, c'est que Marine Le Pen, elle se positionne quand même en défenseuse de ces classes moyennes. Donc si on reste s'il y a une censure, qu'on reste sur le budget 2024, 400 000 foyers qui ne sont pas imposables aujourd'hui, concernant l'impôt sur le revenu, le deviendraient. Classe moyenne. Et puis concernant les classes qui payent déjà un impôt sur le revenu, leurs impôts augmenteraient de façon significative. Donc voilà, là où ça me pose question avec cette censure du Rassemblement national, cette menace de censure du Rassemblement national, c'est que ça va à l'encontre finalement de ce que Marine Le Pen défend, à savoir ne pas
amputer le pouvoir d'achat des Français les plus fragiles. Incohérence, Stéphane Zumsteg ? Toujours le problème du Rassemblement national, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce parti a fait la démonstration qu'il n'est pas encore au niveau pour prendre le pouvoir. Au-delà de ce qu'on pense de ses prises de position et de son personnel politique, il y a quand même, à chaque fois, il y a une absence de ligne stratégique. À chaque fois, on navigue à vue. Et c'est ce que fait là, c'est ce qu'ils font là. Si ça se trouve, je ne serais pas étonné que Marine Le Pen ne sache pas exactement ce qu'ils vont décider à 15h encore aujourd'hui, alors que nous ne sommes que le matin. C'est un vrai souci pour ce parti. Et ça, l'opinion publique le voit. Vous le disiez tout à l'heure, le but, c'est pas les aficionados, les gens qui votent FN puis RN depuis des années. C'est toute cette tranche de l'opinion qui lui manque encore pour accéder un jour véritablement au pouvoir. Pour revenir sur Emmanuel Macron, Charlotte Turien, Thomas Kahl, il y a eu un grand format du Monde ce week-end assez saisissant, qui décrit un président crépusculaire et qui chute comme ça. Celui qui s'était fait élire en se présentant comme un réformateur transgressif désireux de dépasser les blocages de la Ve République termine paralysé comme un dirigeant de la 4e. Les journalistes du Monde utilisent le mot « terminé », alors que la fin de mandat officiellement c'est 2027. On est à 2 ans et demi de la fin de ce second mandat pour Emmanuel Macron. On voit effectivement difficilement comment c'est tenable, en tout cas en l'état, pendant encore 2 ans et demi. C'est pour ça que les oppositions, notamment la gauche, je le disais tout à l'heure, sont dans le coup d'après, à savoir, ils imaginent, en tout cas ils font pression pour que le président démissionne, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il n'a aucune marge de manœuvre. De toute façon, un président dans un deuxième quinquennat qui ne peut pas se représenter et qui est à la moitié presque de son deuxième quinquennat et donc de la fin de son mandat, il est plus très écouté, il est plus très audible par les Français. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est beaucoup plus critiqué qu'encouragé. On le voit bien lors de ses prises de parole et notamment lors de ses déplacements, les quelques qui restent en France. Il est hué tout le temps. L'Élysée filtre et essaye d'éviter au maximum les déambulations face aux Français, parce que de toute façon, plus personne n'encourage le président. Il n'a plus de base, il n'a plus de socle. Alors si avant, il pouvait dire pas dire, mais en tout cas laisser entendre que c'était lui qui allait adouber son successeur, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. De toute façon, tout le monde s'est affranchi du président de la République, même Gabriel Attal, qui était son lieutenant le plus fidèle. Il a pris ses distances avec lui au moment de la dissolution. Le Premier ministre qui a quand même qui n'a pas été tenu au courant, qui n'a pas été consulté pour cette dissolution. Il l'a appris en même temps que les Français. C'est une situation assez lunaire. Ouais, cette semaine, on a quand même entendu Charles de Courson, qui n'est quand même pas un révolutionnaire de la première heure, dire que la seule solution pour répondre au chaos politique provoqué par la dissolution, ce serait une démission du président de la République. On a entendu aussi Jean-François Copé, mais c'est moins surprenant en parler, quoique. Petite musique quand même qui s'installe, je ne sais même plus quoi en dire, oui, qui monte, mais bon, pour l'instant, Emmanuel Macron, il l'a dit et redit, il ira au bout de son mandat. Alors, a priori, c'est pas dans son ADN politique de démissionner sous la contrainte, en tout cas. Tout à fait, mais bon, évidemment, la logique veut que si gouvernement après gouvernement qui tombe et qui ne cesse de tomber, évidemment qu'Emmanuel Macron serait le dernier fusible. C'est sûr qu'il y a un moment où la question pourra se poser si Michel Barnier est censuré, si le prochain gouvernement est censuré, etc., puisque 2 ans et demi, c'est long. Oui, Stéphane Zumsteg, sur cette petite musique qui s'installe. C'est tout à fait envisageable, je ne dis pas probable, je ne dis pas possible ou impossible, mais c'est tout à fait envisageable qu'à un moment donné, la situation soit tellement bloquée que l'intégralité de la classe politique, et évidemment de l'opinion, enfin une très grosse partie de l'opinion, réclame la démission du... Pour l'instant, là-dessus, les Français... Non, mais ils n'y sont pas favorables, parce qu'il y a quand même malgré tout, pour l'instant, il y a toujours le respect de la fonction présidentielle. Alors, évidemment, elle est plus ou moins abîmée ou écornée selon la personnalité qui est à l'Élysée. Ce qui frappe avec Emmanuel Macron, c'est évidemment l'antipathie qu'il a suscité, et très très vite, dès les Gilets jaunes, rappelez-vous, mais qu'auprès d'une partie de la population. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce péché impardonnable, quelque part, qui est la dissolution. C'est pas que les Français n'ont pas compris, personne n'a compris pourquoi le président de la République avait pris cette décision qui n'avait aucun sens, ne serait-ce qu'en termes de gain électoral. C'était évident que sa base à l'Assemblée allait être réduite. Mais ça a été pris comme un pied de nez, comme un bras d'honneur en fait fait aux Français. Il y a des résultats des élections européennes qui sont riches d'enseignements, qui disent tout le désamour qu'ont les Français à l'égard du président de la République et sa décision avant 21h le soir même, c'est de dissoudre l'Assemblée. Ça, ce n'est pas passé. Donc oui, qu'il y ait une sorte d'épée de Damoclès à un moment donné, pas aujourd'hui, mais qu'à un moment donné, on se dise, il faudrait peut-être une vraie clarification, et il faudrait donc une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais comment disposer d'une majorité absolue ? En élisant un nouveau président ou une nouvelle présidente qui disposerait de cette majorité. Et ça, ce serait le vrai risque pour Emmanuel Macron. Mais j'ajoute juste une chose, on dit beaucoup que c'est Emmanuel Macron le responsable de cette situation, et on a raison. Mais il y a tout le reste de la classe politique aussi. On est quand même dans un pays où il n'y a aucune culture de coalition dans le gouvernement. Il y a un suffrage
universel, majoritaire, à 2 tours, qui a fonctionné pendant 70 ans, mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui, parce que les partis politiques et le personnel politique n'a pas dans son ADN l'idée de se dire que même si on s'oppose lors d'une campagne électorale, on se retrouve à un moment donné pour constituer des coalitions. Regardez aujourd'hui le spectacle qui est servi aux Français, que ce soit de la gauche du socle commun ou de la droite ou de l'extrême droite. Personne, enfin, le but c'est de tuer le parti qui est le plus proche de vous. C'est pas de lutter contre la droite ne veut pas battre la gauche ne veut pas battre la droite, c'est pas ça. C'est faire en sorte d'asphyxier les gens qui sont proches de vous. Ça fait 6 mois, Charlotte Urien-Thomas, bientôt qu'on est dans cette espèce de mathématiques politique. Combien d'émissions a-t-on faites ici sur ce plateau pour parler des ambitions des uns et des autres, du coup d'après, du coup d'avant, du coup, mais ça fait 6 mois qu'on ne parle pas de projet de fond, et quand le message de projet de fond, et quand le message envoyé par les Français, élection après élection, et cette espèce de désaffection vis-à-vis de la classe politique, là, cette nouvelle séquence qui n'est, on l'a dit, que le prolongement de celle de cet été, ne va absolument rien arranger. Non, je pense pas, et évidemment. Et de toute façon, la situation se poursuit. Les Français se désintéressent totalement de la politique jour après jour. Je pense que si on fait un sondage auprès des Français, qui est intéressé par ce qui se passe actuellement? Alors évidemment, les militants, les électeurs du Rassemblement national et de la gauche, comme vous avez pu le dire tout à l'heure, sont concernés. Mais pour le reste, le spectacle est tellement chaotique. Je pense notamment à ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée lors de la niche de la France Insoumise, quand des députés ont failli en venir aux mains, que toute la journée, ça a été des invectives, des attaques personnelles, des suspensions de séances parce qu'il y avait des attaques sans arrêt, du brouhaha. C'était vraiment ingérable. C'est un spectacle tragique qu'on donne aux Français. Donc en effet, le lien n'est pas prêt de se renouer. Laure ? Oui, et puis en fait, on se demande aussi où est l'intérêt général, le souci de l'intérêt général dans ce chaos politique, parce qu'on voit quand même qu'il y a un budget qui risque d'être austère, qui va donc peser sur les Français. On voit des mouvements sociaux, une grogne sociale qui monte. Voilà, les fonctionnaires publics seront dans la rue jeudi ou vendredi, je ne sais pas, cette semaine, jeudi. Les agriculteurs, pareil, s'il n'y a pas de budget, les promesses faites aux agriculteurs, ça va être gelé. Donc, on se demande aussi, c'est vrai qu'on s'est mis à rêver, enfin je ne sais pas si je suis peut-être la seule, à ce qu'il y ait une entente parlementaire, voilà, avec ces 3 blocs où il n'y a aucune majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais visiblement, ce n'est pas, comme vous le disiez, la culture en France et l'intérêt général en paye quand même le prix. On n'en finit plus d'abîmer la fonction, pour conclure. Oui, on croit toujours qu'on va toucher le fond, mais en fait, il y a toujours des péripéties supplémentaires, et ça ne date pas d'Emmanuel Macron, soyons clairs. Hein. Le quinquennat Hollande et le quinquennat Sarkozy avaient déjà montré une vraie fracture par rapport à ce qu'on avait vécu avant dans le respect de l'élu et notamment de la présidence de la République. Il n'y a plus aucun respect. On peut s'en féliciter. Mais encore faut-il être respectable. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi une brutalité dans la vie politique qui revient, qui n'est pas nouvelle, qui a existé sous la 3e, la 4e et même une partie de la 5e République. Mais les débats, vous l'évoquiez, les débats sont beaucoup plus brutaux, pas violents, mais brutaux qu'il y a 10 ou il y a 20 ans. C'est une réalité aussi. Voilà, ça risque d'être assez intense jusqu'aux fêtes de fin d'année. On est tous les 4 d'accord là-dessus. Merci beaucoup. On en reparlera, c'est certain. Merci beaucoup Flore Simon, merci Charlotte Urien-Thomas, on vous entend sur RFI, merci beaucoup Stéphane Zumsteg. On vous lit à l'Ipsos. Merci encore. On se retrouve juste après le grand format de Parlons-en. Dans un quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité internationale. On ira notamment du côté de la Roumanie, où l'extrême droite, là aussi, confirme sa poussée après les élections législatives du week-end. À tout à l'heure.